Chers amis juristoristes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 14 avril dernier, le Conseil constitutionnel rendait une décision qui censurait uniquement partiellement la réforme des retraites. Cette censure partielle ne concernait finalement que les mesures qui avaient été imposées par les Républicains et qui ont été considérées comme étant des mesures cavalières. La décision du Conseil constitutionnel est fondée en droit. En ça, il n'y a pas beaucoup de contestation possible, cependant, elle est largement critiquable. D'autres argumentaires auraient pu être employés, outre ces fameuses mesures cavalières qui, en effet, n'avaient pas la place dans un texte rectificatif, il y avait d'autres choses, notamment ce que les médias et l'opposition ont appelé le véhicule législatif, qui aurait pu être largement questionné. Sur ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo du mois dernier, ainsi qu'à la vidéo publiée par Vous avez le droit, qui aborde certains points que j'avais laissés de côté. Merci Tricotine. N'étant pas spécialiste moi-même du contentieux constitutionnel, je vous avoue que j'ai peur de dire des âneries, aussi je me contenterai de la formule employée par Robert Badinter, à savoir que toute loi inconstitutionnelle est forcément mauvaise, et toute mauvaise loi n'est pas forcément inconstitutionnelle. Et justement, en parlant de nouvelles lois, l'état de tension de notre pays vient soulever un certain nombre de questions. Est-ce que nous ne sommes pas en train de voir se consumer plus que la relation gouvernant-gouverné? Est-ce que ce n'est pas notre pacte commun, ce que l'on nomme le contrat social, qui lentement, jour après jour, s'efface et met en difficulté la structure de notre état? Générique. L'État, c'est ce que certains auteurs considèrent comme la forme institutionnalisée du pouvoir politique. Cet État, il repose sur une double définition, une définition qui est géographique et une définition qui est juridique. Alors, géographiquement, c'est facile, hein. L'État, c'est un territoire sur lequel se trouve une population déterminée. Bon, là, ça va. Cette définition, c'est ce qu'on appelle la définition naturelle de l'État. Cependant, ce critère, il peut être remplacé par d'autres critères. Le critère idéologique, par exemple, ce qui permettrait notamment de définir l'État qu'était l'URSS, mais on peut également prendre le critère religieux, et dans ce cas-là, ça marche pour Israël ou encore pour l'Iran. Quant à la définition juridique, eh bien, c'est tout simple, l'État est une personne de droit, c'est une personne morale. Cette personne morale détient la puissance publique. Ce sont les gouvernants qui vont exercer ce pouvoir, mais eux, ils ne sont là qu'en tant que représentants temporaires. L'État, en tant que personne morale, ça va être la continuité, à l'image de ce qu'était un peu la couronne dans la royauté. Le roi est mort, vive le roi, il en va de même pour nos dirigeants en démocratie. On considère que pour former un État, il est nécessaire de réunir 3 critères. Ces critères sont relativement simples. Le premier, c'est un élément matériel que l'on trouve sous la forme du territoire. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'élément personnel, c'est la population. Et enfin, l'élément formel, c'est l'autorité publique. Hey, je suis un flic et je vous conseille de respecter mon autorité! Alors c'est bien beau d'avoir un territoire, une population, une autorité publique, et également un autre élément qui va rentrer en ligne de compte, c'est la volonté pour les personnes demeurant sur ce territoire de demeurer entre eux et de former une société. C'est là qu'intervient un autre concept, celui du contrat social. Ce contrat social, il connaît plusieurs définitions, tout simplement parce que plusieurs auteurs ont amené leurs réflexions sur ce sujet. La formation d'un État, ça vient de la volonté d'individus de vivre ensemble. Jusque-là, ça va. De cette petite société vont émerger des accords entre les individus, et tous ces petits accords vont finir par former ce fameux contrat social. Cette nouvelle société qui est créée va alors être placée sous une sorte d'autorité de la volonté générale, et c'est elle qui va devenir le fondement à la fois de l'État, mais également de la souveraineté. Le premier auteur à évoquer ce pacte social, c'est un Anglais, c'est un certain Thomas Hobbes, dont vous connaissez tous au moins le nom de l'œuvre, à savoir le Léviathan. Alors non, pas celui-là, celui-là. Pour lui, chaque homme est menacé par un autre homme. C'est le fameux « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est pour ça que, pour sa survie, il va passer un contrat avec les autres. L'ensemble de ces accords finissent par donner naissance à un État, et pour lui, le meilleur des systèmes, c'est la monarchie. Le deuxième auteur, aussi un Anglois, se nomme John Locke. Non, toujours pas celui-là. Pour lui, la notion de société existe à l'état de nature. Donc en gros, ce que va déterminer ce contrat social, ce n'est pas la société, c'est son gouvernement. Pour lui, la légitimité des lois tient à leur respect du droit
naturels, à savoir les libertés individuelles, le droit de propriété, mais également le libre droit d'échanger les fruits de son travail. On est là dans une conception qui est très libérale. Et enfin, troisième auteur, un Français, cocorico, un certain Jean-Jacques... non, toujours pas lui, un certain Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, un de ses ouvrages les plus célèbres se nomme sobrement le contrat social, et pour lui c'est plus un concept qui tourne autour de la liberté individuelle en fonction de ce qu'on accorde comme liberté à l'autre. Son contrat social, c'est une sorte de contrat bilatéral. En gros, il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas le Léviathan de Thomas Hobbes, il n'y a pas l'État libéral de John Locke, il n'y a que les individus les uns avec les autres. Pour lui, le contrat social tourne entre des donations réciproques. Je donne le droit de faire quelque chose à quelqu'un, donc j'ai le droit de le faire, je renonce à faire cette chose, donc l'autre doit y renoncer aussi. C'est ce qui conduit à avoir des conditions qui soient des conditions égalitaires. L'égalité est la condition de la liberté. On ne peut imposer à autrui une contrainte à laquelle on échapperait. En clair, le contrat social, c'est ce à quoi on renonce par rapport à notre état de nature pour former une société. Par exemple, je renonce au droit naturel d'attaquer mon voisin à coups de pelle, et lui aussi y renonce. De renonciation en renonciation, on finit par donner corps à une société avec ses règles, c'est la vision de Thomas Hobbes. Pour qu'il y ait des lois, on va se doter d'un gouvernement, et ces lois doivent être conformes aux droits et libertés naturelles, ça c'est la vision de Locke, et chacun des individus de la dite société doit être traité avec égalité, de sorte à garantir une condition commune, et ici on est dans la version de Rousseau. Dans notre société, la meilleure façon d'exprimer ce à quoi on est prêt à renoncer, ce sont les élections. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est un petit moment de tension. On a des aspirations et des conceptions différentes. Alors ces écarts, on les doit à notre éducation, à notre vécu, notre expérience sociale, et à l'idée que l'on se fait de ce qui est juste. En faisant de très gros raccourcis, pour certains, l'idéal serait d'aller vers une société plus équitable, une société où l'État régule un peu tout et redistribue les richesses de sorte que chacun puisse bénéficier au mieux de l'effort collectif. Pour d'autres, l'idéal est d'aller vers plus de libéralisme, de garantir des droits de base, mais que pour le reste, ce soit l'entreprise privée qui domine. Et enfin, autre grand courant actuel, un peu cette deuxième option, mais avec une préférence nationale et ethnique pour les habitants composant la société. En 2017, par exemple, le contrat est clair. On se dirige vers une société qui est une société libérale, sans que l'on puisse vraiment contester quoi que ce soit dans les choix si on regarde les élections. Si on regarde les résultats des élections législatives, LREM, MoDem, UDI, LR, ça totalise plus de 74% des voix. C'est beaucoup de voix. Seulement voilà, en 2022, les résultats législatifs sont beaucoup plus tendancieux. Ensemble, qui est l'union des partis de la majorité présidentielle, obtient un peu plus de 38% des voix, la NUPES un peu plus de 31%, et la droite nationaliste un peu plus de 18%. Et celle qui navigue entre les eaux troubles, à droite, donc les LR, là on est à 7%. On voit qu'il y a une sorte de tripartisme qui s'installe, avec un tiers, un tiers, un tiers. Autant dire que cette fois, le contrat n'est vraiment pas très clair. La sagesse de la gouvernance devrait être de tâtonner, d'agir avec prudence sur des sujets qui peuvent être clivants, et comme ça a été le cas pour les retraites, et comme ça va être le cas pour l'immigration. La société est idéologiquement fracturée et elle l'est de plus en plus socialement. Le quinquennat Hollande a fait mal, il y a eu une rupture de ce contrat, notamment à cause des lois travail. Le quinquennat précédent a fait mal suite à l'incompréhension de ce qui était proposé, sans même parler de la crise sanitaire, et le début du nouveau quinquennat est violent socialement et politiquement. Il serait enfin temps pour nos dirigeants de conscientiser que lorsque volonté politique et expression démocratique ne coïncident pas, alors le renoncement n'est pas un échec. J'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Merci beaucoup, et à la prochaine.